Bonjour à toutes et à tous, je suis Périclès et je vous souhaite la bienvenue dans le Rankings, l'émission qui classe les rois de France du meilleur, le boss des boss, jusqu'à la saucisse, le roi qui aurait mieux fait de choisir finalement une autre vocation. Et pour classer les monarques, rien de mieux qu'une équipe d'historiens motivés, prêts à en découdre pour défendre leur avis dans une bonne foi légendaire, bien évidemment, et l'objectivité qui en découle. À ma gauche, le Ivan Drago venant de l'Est, dur comme l'acier et prêt à tout pour gagner, c'est Kate Storm. Salut Kate Storm, comment tu vas? Salut. Et à ma droite, le Balboa des temps nouveaux. Il a travaillé dur pour arriver ici, il gagnera la sueur de son front. C'est Stanislas. Salut Stanislas, ça va bien toi? Ça va et toi? Franchement, merci pour les imitations. Les gens ont reconnu tout de suite là où on voulait en venir. Franchement, bravo quoi, bravo. C'est parfait. Alors, Qui le producteur de l'émission, c'est Jean Roucas ou quoi? le bébé de show des historiens. C'est pas mal. Ça fait un peu vintage, c'est bien, c'est à la mode. Bien évidemment, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur YouTube maintenant, parce que tout ça va être filmé. Donc c'est pour ça qu'on s'est mis dans nos plus beaux apparats, surtout Stanislas, que vous voyez, c'est celui qui est dans le petit cercle tout à côté, à droite là. Et puis bien évidemment on vous donnera les liens adéquats pour que vous puissiez nous retrouver. N'hésitez pas à partager, à donner effectivement aussi votre ressenti par rapport au roi. Vous avez le droit d'être d'accord, vous avez le droit d'être pas d'accord. Et justement, on va faire un petit retour quand même rapide sur le dernier monarque qu'on avait classé. C'était Napoléon. Qui était Kate? Souviens-toi, dis-le. J'aime bien quand tu dis il était classé combien? Quel rang? Napoléon a eu le rang C, ce qui est à peu près incroyable. Et donc, Le voilà, C de Kate Storm, exactement. Le C de Cassos, et du coup, vous aviez estimé qu'il avait un bilan très contrasté, alors que pour moi, noir sur noir, c'est pas du tout contrasté, mais bon, bref. Voilà. Alors figure-toi justement qu'il y a des auditeurs qui étaient comme toi, comme Falbalin, qui l'a classé lui direct, c'était Knacky Ball, tu vois, donc c'est un petit peu dans la mouvance de Kate. Mais par contre on a un autre auditeur, Romain, qui lui était plus proche de la vie de Stanislas et qui nous rappelait quelque chose. Alors je vais pas le dire tout ce qu'il a écrit, mais il a dit un truc qui était important. Il parlait de la lucidité de Napoléon, et je vais juste citer ce que Napoléon, c'est lui qui l'a noté, il trouvait que c'était pertinent, en quittant Fontainebleau, voilà ce qu'il a dit. Mais la guerre était interminable, c'eût été une guerre civile, et la France n'en serait devenue que plus malheureuse. J'ai donc sacrifié tous nos intérêts à ceux de la patrie. Je pars. Vous, mes amis, continuez de servir la France. Son bonheur était mon unique pensée. Il sera toujours l'objet de mes vœux. Voilà. C'est pour te faire méditer un peu, Kate. Voilà. Tu m'aurais dit que c'était Nicolas Sarkozy qui avait dit ça, je t'aurais dit. Voilà, en tout cas, merci pour vos retours et vos classements également. Et on fera toujours un petit point CM, Community Manager, pour savoir un petit peu ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que, du coup, on parlait du classement de Napoléon, mais Khalid, quand même, vite fait, rappelle-nous quand même un peu comment ça fonctionne, parce que j'ai tout de suite été dans le rang S, le rang machin, le rang truc. Comment ça marche en fait, Rankings? Parce que c'est simple, mais il faut souvent le rappeler comment ça fonctionne pour que les gens soient au clair. Parce qu'on m'a remonté aussi des fois qu'ils ne comprenaient pas les gens pourquoi le S était avant le A. Kate, tu as exactement 45 secondes pour nous expliquer comment ça marche et puis nous rappeler les rois précédemment classés, s'il te plaît. Alors c'est très facile, il y a 6 rangs. Le premier rang, c'est le S, c'est le spécial, c'est un peu l'as de trèfle. Et ça, c'est vraiment pour le top du top. Le deuxième, c'est le A, ça c'est quand tu es un très bon roi, et on a eu Louis XIV qui a été classé en très bon roi. Le troisième, c'est quand tu es un bon roi. Le quatrième, c'est la lettre C, c'est quand tu es bof ou que tu n'as pas apporté grand chose ou que ton bilan est très contrasté. Et on a déjà 2 rois qui sont là-dedans, c'est Louis XV et Napoléon. Le cinquième, c'est la lettre D, c'est quand tu as été un mauvais roi, et notre ami Louis XVI, le bienheureux, a été classé D. Et enfin, on n'en a pas encore eu un, on aurait dû en avoir un, mais la malhonnêteté et l'ignorance de certains ont fait qu'il y a échappé. C'est la lettre E, ça c'est quand tu es le plus nul, que tu es une merguez, une saucisse, et que tu mérites d'être au fond du classement. Écoute, ça a le mérite d'être clair. Stanislas, t'es d'accord avec ce classement pour l'instant? Toi, t'as l'air bien, on est confort quand même, je trouve. Je pense que ça va, ouais. Pas de mauvaise foi, tout va bien.
Je pense qu'on est assez L'objectivité. objectif, exactement. C'est vraiment, cette émission est sous le signe, bien évidemment, de l'objectivité. Alors attention, hein, de la crédibilité. On se le rappelait avec Kate Storm quand même. Tout ce qu'on vous raconte, hein, c'est pas nous les saucisses, hein, ce sont les rois. Hein. Nous, ce qu'on raconte, c'est vérifié et il n'y a pas de conneries. Hein. Normalement, là-dessus, on fait attention. Hein. On a On aussi est bien un d'accord. conseiller scientifique, on a Nadine Maurano qui nous épaule chaque jour. Donc on est au top. Vous sentez, j'espère, cette petite ironie. Heureusement, vous avez, quoique même la vidéo, vous verrez pas l'ironie sur la tête de Kate Storm, donc c'est pas facile. Hein. Mais bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va poursuivre notre épopée, hein, si vous êtes prêts, et on va attaquer avec notre roi du jour. Et bah poursuivre, on va continuer. Hein. On était dans Napoléon. Alors c'est pas évident parce que est-ce qu'on va dire poursuivre ou c'est pendant? C'est toute la complexité de ce personnage dont on va parler aujourd'hui. On va parler. Pour l'instant, hein, peut-être qu'il y en aura d'autres, mais pour l'instant, nous avons parlé de Louis XVIII. Est-ce que vous êtes prêts? C'est On parti. est toujours prêt. Bah c'est parti. Alors rapidement, hein, je vais contextualiser comme à chaque fois, puis après je vous laisserai la parole et je vous laisserai vous battre dans la joie et la bonne humeur. On va parler effectivement de Louis XVIII, Louis XVIII qui est né Louis Stanislas Xavier. Hein, Stanislas, c'est peut-être pour ça que Stanislas ici présent m'a dit avant de commencer que c'était quelqu'un qu'il aimait particulièrement, et c'était quelqu'un, un roi qu'il trouvait vraiment intéressant. Il est né en 1755, c'est le petit-fils de Louis XV, hein, c'est le frère de Louis XVI, et ça c'est important, hein, il est l'héritier du coup naturel au trône de France suite à la mort de son frère. Après la chute de Napoléon et la restauration des Bourbons sur le trône de France est alors imposée par les couronnes européennes qui entendent à réorganiser le continent. Son ascension au trône se fera du coup en 1814 et sera marquée par des compromis entre les acquis de la Révolution, parce qu'il y a eu la Révolution avant, mais aussi l'héritage de l'Empire. Et il y a eu aussi quelques petites turbulences parce qu'il y a eu des interruptions. Enfin, une interruption, par exemple, avec le retour de Napoléon, dont on a déjà parlé pendant les 100 jours. Alors là, voilà, c'était pour vous contextualiser. J'irai pas plus loin parce que mes chers camarades iront plus loin pour moi. Bien évidemment, il faut voir pour vous présenter un peu le personnage. Et puis, c'est pas le plus sportif des rois, dirons-nous. Hein. Il préférait, on va dire, les livres et surtout la bonne table. Donc, il avait un peu d'embonpoint. Hein. C'était quelqu'un qui n'était pas le plus grand sportif et le plus grand marcheur. Hein. Il était un peu clopin-clopant. Ça c'est pour que vous puissiez visualiser. Mais bien évidemment, je pense qu'il est temps donc de débattre autour de l'homme, autour du roi. Je le rappelle, comment on va classer ce roi? Parce que ça aussi souvent on me demande, on me dit oui mais c'est quoi les critères? Alors il y a des critères qui vont être plutôt d'un contexte interne, la politique interne, le côté social. Il y a aussi la politique externe du royaume, la diplomatie, les guerres, s'il y a eu des conquêtes, tout ça. Donc on va prendre tout ça en compte. Et surtout ce qui est important, et c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est de voir ce qu'il récupère comme royaume, hein, comment est la France dans son état général, et ce qu'il va laisser aussi à la fin de son règne. Voilà, je pense qu'on était à peu près clair, on a expliqué toutes les règles. Messieurs, je vous laisse maintenant la parole. Et puis tiens, on va commencer par Stanislas, qu'on a moins entendu, pour nous dire, alors pas tout de suite à quel niveau il le classe, mais son ressenti pour l'instant. Puis après, on va essayer encore une fois d'être assez organisé pour voir un petit peu, on va faire les différents points, les différents critères sur ce roi. Stanislas, c'est à toi de parler, je me tais. Alors, Louis XVIII, je dirais qu'il a... Les défauts ont pris le dessus sur ses qualités. Le premier défaut qu'il a, n'en déplaise à certains, c'est qu'il arrive après Napoléon, hein, et surtout qui subit l'épisode des 100 jours. Puisque finalement, l'épisode des 100 jours, il le subit, il se retire, il revient alors on ne veut pas forcément de lui. Donc finalement, il a un peu cette image de roi un peu faible. Ça, je dirais, c'est son premier défaut. Second défaut, c'est ce dont tu parlais, c'est que c'est un roi qui a un physique difficile. Il est obèse, hein, il a une obésité morbide, et d'ailleurs il en meurt, hein, parce qu'il a des maladies comme la goutte, etc. Tout le monde se moque de lui parce qu'on est tout le temps obligé de le porter. En plus, c'est extrêmement difficile de le porter apparemment tellement il est gros. Donc il a beaucoup de défauts. Et en fait, ces défauts-là ont pris le dessus sur la réalité de son règne, qui n'est pas si intéressante que ça, hein, parce que si on prend justement ce critère, comment il récupère le royaume et comment il le laisse, il y a quand même, notamment au niveau de la politique financière, bon après c'est pas lui qui la gère, hein, et on y reviendra, mais il laisse le royaume en un bien meilleur état.
En plus, ça reste quand même un roi qui n'abdique pas, qui va mourir sur son trône. Alors voilà, je trouve que finalement c'est un roi qu'on a un peu laissé de côté, mais qui est pas si inintéressant. Alors après, il faut voir, et tu l'as dit aussi, qui prend le royaume, il a 58 ans, il ne règne que finalement il ne règne que 9 ans, donc il y a pas une grande ligne politique. Hein, et puis après, on verra aussi que son règne se fait en deux parties. Il y a une partie entre 1815 et 1820. En 1820, il y a l'assassinat d'un de ses neveux, hein, du camp royaliste, et ça change un peu la ligne directrice qui s'était imposée au début, qui est effectivement une ligne directrice plutôt de son temps entre les acquis révolutionnaires et le maintien de cette monarchie absolue. Ça, je pense que c'est tout l'intérêt du personnage. Hein, c'est ce compromis qu'il a essayé de faire. Il n'a pas forcément réussi, mais disons que par rapport à son frère, le suivant, dont on parlera plus tard, hein, c'est bien plus une réussite. Ça reste mon avis premier sur Louis XVIII. Je vous laisse la parole. Merci. Kate Storm, en un mot un petit peu, voilà, avant qu'on rentre dans les détails, parce que tu as dit un truc important, c'est la notion de compromis, et c'est vrai qu'il y a la Révolution française qui est au milieu de tout ça et qui fait que tu peux plus être un roi comme tu étais avant, tu peux plus être le même roi après. Enfin, on en reparlera. Kate Storm, je te laisse la parole. Ouais, c'est un rôle qui a eu la tâche extrêmement difficile, ça dit, vraiment les 100 jours, ça va lui compliquer grandement la tâche. Et moi, si je devais définir Louis XVIII, ça serait le roi équilibriste. Donc trouver les équilibres entre les différentes factions, donc royalistes, républicaines, bonapartistes, équilibre entre les puissances étrangères qui décident ce qu'elles veulent faire de la France. C'est la première fois que la France se retrouve dans cette situation, grâce à Schlag de Napoléon. Et du coup, toute sa carrière pré-royale, après, lui, de son point de vue, il est roi depuis 1795, alors que dans les faits, il règne à partir de 1814. Mais si tu te mets dans sa perspective à lui, sa traversée, il faut dire qu'il est parti quasiment 25 ans de la France. C'est une perspective tout à fait différente. Donc lui, il va essayer de jouer avant qu'il prenne le pouvoir en 1814 et par la suite, un rôle d'équilibriste. Et c'est un rôle où il va plutôt se sortir bien, parce que contrairement à Louis XVI et Napoléon et à tous les rois par la suite, il a plutôt un bon sens politique. Oh, dis donc, là, il y a une sorte, je sais pas, de respect et de Après, il ne fait pas tout bien. Ah, mais alors, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'il se considère roi depuis 1795. Et en fait, ça, je pense que ça influe sur entre guillemets la mauvaise partie de sa gestion du royaume, hein, ce côté royaliste, cette continuation de la monarchie absolue. Finalement, on s'en rendra compte plus tard, c'est pas dans le sens de l'époque. Alors après, au niveau de l'équilibre, hein, il gère très bien, mais il a quand même, on le voit parce que quand il met en place le régime avec cette fameuse charte, hein, cette charte constitutionnelle, c'est à l'origine il refuse la charte des assemblées, du Sénat, pour lui l'octroyer. Donc il a toujours Excuse-moi, je te coupe, Stanislas. Là, c'est important parce que la charte constitutionnelle, c'est quand même le pivot qu'on retrouvera aussi dans le roi qui va suivre. Hein. Il faut réexpliquer un tout petit peu ce que c'est que cette charte constitutionnelle qui va quand même être un élément crucial quand même. Eh ben, c'est une sorte de constitution, hein, tout simplement. Hein, la France en a eu quelques-unes. C'est qui doit organiser le régime politique du royaume. Et on lui en propose une. Hein, le Sénat et il y a une commission qui est chargée de la rédiger, lui propose une charte, d'accord, qu'il doit accepter, sauf que lui ne veut pas l'accepter, il veut que ce soit lui qui l'octroie. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette notion finalement d'absolutisme, même si on n'est plus dans un absolutisme d'exécution,
D'accord? Mais on est toujours dans cette volonté que le roi doit décider. En plus, quand on voit le contenu de la charte, on sent bien que le roi, c'est quand même le pivot politique, puisque c'est lui qui détient l'essentiel du pouvoir. Mais pour lui, hein, il a toujours quand même en tête que le roi, hein, reste le décideur principal. Et après, il a toujours aussi, et c'est ça certainement le plus important, cette notion d'absolutisme avec cette verticalité, le pouvoir descend de Dieu, le roi a le pouvoir et dirige sur le peuple, qui n'est plus finalement dans l'ère du temps. Hein, et d'ailleurs, l'avenir dira, même si on a dit qu'on ne faisait pas finalement de vision théologique, hein, mais c'est plus dans l'ère du temps. Et c'est là où il a un peu tort. Et pour moi aussi, c'est un roi, je trouve, qui subit un peu trop les événements. Hein. Bien qu'il ait une vision assez clairvoyante et assez intelligente pendant ce règne de la plupart des événements, c'est un roi qui subit les 100 jours, il subit l'assassinat du duc de Berry, on lui a imposé certains hommes dans certains ministères. Alors, ça va pas forcément lui porter préjudice, mais il subit. C'est même pas lui qui a été choisi au final par les puissances étrangères qui voulaient restaurer un autre personnage à la tête du royaume de France. C'est Talleyrand qui finalement l'a utilisé, l'a un peu manipulé pour des raisons qui sont propres à son analyse politique et géopolitique. Donc, je trouve que effectivement, on a dressé un tableau un peu flatteur au début, mais il y a quand même il y a quand même des aspects un peu négatifs, hein, dans son règne et dans sa manière aussi de se comporter. Hein. Voilà, cette notion de subir. Je suis pas très d'accord avec toi parce que la charte qu'il octroie, évidemment, si on la regarde de nos jours, on va dire c'est absolutiste. Mais lorsque la charte apparaît et la France en 1820, c'est l'un des pays les plus libérales d'Europe. Il y a très peu de pays qui ont une charte aussi démocratique. C'est le pays le plus libéral. Voilà. Mais c'est pas dans le contenu de la charte, c'est plutôt dans le fait qu'il a du mal finalement, parce que il y a le contenu, il y a et l'application. Oui, justement. D'ailleurs, c'est ce qu'on verra après. L'application, c'est dans la charte, il introduit la duodécimalité du pouvoir avec un premier ministre. Le Parlement, donc il y a deux chambres. Les parlements, ont des pouvoirs de décision, etc. Et lui, il suivra. Donc, il y a eu certains retours ultra conservateurs ou quoi. Mais au final, c'est la majorité du Parlement. Après, évidemment, c'est pas un Parlement démocratique comme on l'entend. Mais ça reste au fait un Parlement. Le pouvoir, au final, l'exercice, effectivement, la charte, elle permet un absolutisme plus grand. Mais moi, je vois très peu d'abus de pouvoir dans son règne, dans le sens où il force les parlements à quelque chose. Il y en a très peu. Il y a des points... Non, mais j'ai pas dit qu'il y avait des abus. Mais finalement, si on regarde d'ailleurs le règne suivant, ça laisse la porte ouverte à des abus. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Il n'a pas du tout, parce que son approche politique, entre le moment où il quitte la France, d'ailleurs le même jour que son frère, quand il part à Varennes, sauf que lui, il s'arrête pas sur le bord de la route pour manger un sandwich Sodebo. Il écrit pendant toutes ces années d'exil. Il fait des proclamations, des déclarations en disant voilà, sa position évolue. Et le fait qu'il accepte la charte / constitution, ça démontre au contraire une finesse politique, dans le sens où, contrairement aux deux avant lui, aux trois après lui, il évolue. Et il comprend, et d'ailleurs c'est ça qui est intéressant quand il proclame la charte, c'est pour s'adapter à ses temps. Donc effectivement c'est toujours une monarchie de droit divin, parce que lui dans son logiciel de pensée, parce que c'est quelqu'un de pieux évidemment que la monarchie vient de Dieu. Mais du coup, il octroie la charte parce qu'il comprend bien que c'est une condition un peu sine qua non. Il y a des choses où il bougera pas, par exemple le drapeau blanc. Et c'est ce qui va faire très débat après la guerre de 70. Mais il y a des choses où, au contraire, il a la finesse de faire des concessions. Il abandonne une grande partie
du gouvernement pour se concentrer sur des choses, on va dire, plus high level, si je peux me permettre cet anglicisme. Donc, au contraire, pour moi, et c'est ce qui va faire que c'est le seul roi depuis Louis XV et le dernier qui meurt sur le trône. C'est-à-dire que son exercice d'équilibriste entre les différentes factions, parce que d'un côté, tu as les ultra-royalistes qui sont très véhéments, surtout après les 100 jours où il y a même une terreur blanche, c'est-à-dire qu'on essaie d'attraper les bonapartistes, on pend quelques généraux à la volée, enfin bref. Et cette menace toujours républicaine, et enfin la crainte du bonapartisme. Ouais, mais c'est exactement ce que je disais. Je te disais qu'il avait plutôt bien géré, qu'il avait acquis qu'il avait considéré et dirigé avec ses acquis révolutionnaires, mais il laisse toujours la boîte de Pandore ouverte par rapport à l'absolutisme. C'est juste ça. Moi, le reproche que je pourrais lui faire, effectivement, après, je trouve qu'il a une gestion très intelligente. C'est ce que je disais au début. C'est un roi c'est un roi vraiment du compromis. Il a une intelligence politique certainement due au fait qu'il arrive au pouvoir tard, à 58 ans, et qu'il a pu observer énormément de choses, puisqu'en même temps, tu le disais, il a fait des voyages, il a voyagé dans toute l'Europe, donc il a pu observer énormément de régimes politiques, dont le régime politique anglais, dont finalement on sent qu'il y a quand même une certaine inspiration dans cette charte. Mais ça, je suis assez d'accord. Ouais. Pardon, ouais. En termes d'éthique, est-ce qu'il a toujours été bien sous tout rapport? Il a jamais essayé de piquer un peu le pouvoir à son frangin, un petit peu, essayer 2-3 fois de se dire, tiens, alors on parle même avant la Révolution, est-ce qu'on se retrouve quand même peut-être aussi avec un roi peut-être un peu fourbe aussi des fois sur certaines choses, ou pas, selon vous? Le rôle de Provence, parce qu'à la base c'est le comte de Provence, et son frère Artois, donc le futur Charles X, et on peut aussi parler du Philippe Égalité, le père de celui qui va venir après eux. Ils sont très très complexes, et effectivement il n'est pas impossible qu'ils aient comploté. Par exemple, notre ami Louis XVIII, c'est lui qui a voté le doublement des votes du tiers-état en 1789, et il dira plus tard, c'est la plus grande erreur de ma vie. Est-ce une erreur volontaire, involontaire, on ne sait pas. Mais c'est sûr que Louis XVI, il n'a pas du tout été épaulé par ses frères. Il est dans des factions, complote beaucoup. Maintenant, pour moi, ça, je ne veux pas le prendre en compte parce que c'est avant son accession au pouvoir. Effectivement, ouais. Et il a... il y a une certaine clique qui amène Louis XVI à sa perte. Et c'est là l'erreur de Louis XVI, c'est qu'il a pu se reposer sur personne, parce que même ses plus proches, au final, n'étaient pas là. Et c'est comme ça que Louis XVI se retrouve tout nu au temple. Et c'est que les personnes qui étaient censées le soutenir et le porter à bout de bras, ne seront pas là du tout, quoi. Mais d'un point de vue de tous ses frères, leur instructeur, quand il était petit, il disait c'est mes 4 F. Louis XVI, c'était le faible, et Louis XVIII, il l'appelait le fin. Donc c'est le plus intelligent de la fratrie de loin, c'est un cérébral, c'est le seul qui chasse pas. Alors on a parlé déjà du délire des Bourbons de la chasse, parce qu'il ne faut pas le dire autrement, c'est vraiment un délire. On devrait les inviter à un dîner un mercredi. Il n'est pas en capacité physique de chasser. Ouais, voilà. Non, lui, c'est le plus intelligent. C'est quelqu'un qui a de l'humour. Et ça, j'apprécie. Il est capable de faire des bonnes remarques. Et tout à l'heure, Stanislas, il parlait de son poids. Et c'est vrai que ses serviteurs, des fois, se plaignaient parce qu'il était vraiment énorme. On parle au-delà des 150 kilos, quoi, tu vois. Et il disait, vous vous plaignez d'avoir un roi sans jambes, parce qu'on est obligé de le porter, vous verrez bien ce que ce sera d'avoir un roi sans tête, en parlant du futur Charles X. Il était effectivement un peu plus débile. Et c'est vrai Louis XVIII était très très marrant, pareil, quand il reprend le palais des Tuileries, où il y a encore plein d'abeilles napoléoniennes. On lui demande si ça le dérange pas, il dit non, au contraire, j'adore marcher sur les abeilles. Donc il avait plein de petites phrases comme ça. Effectivement, c'est quelqu'un de très fin,
hein, mais qui fait cette transition. C'est un roi aussi c'est un roi qui fait une réelle transition, puisque quand on verra avec son frère qui arrive plus tard, qui est lui plutôt réactionnaire, hein, ça fonctionne pas tout de suite. Avec Louis XVIII, hein, même s'il y a eu quelques points d'achoppement, notamment cet assassinat à 1820, où il y a une certaine quand même remise en question, avec Louis XVIII, ça fonctionnait. Hein, il avait réussi à réconcilier un peu la royauté et la nation, ce qui était quand même assez compliqué après la Révolution et l'épisode napoléonien. Hein, donc c'est vrai qu'il avait quand même cette finesse, cette intelligence. Quand bien même, je le répète, hein, il a eu du mal lui-même à faire cette transition vers le libéralisme. Mais après, quand on regarde, finalement, c'est pas le seul. Hein. Le peuple aussi a du mal à faire la transition vers le libéralisme. C'est pas quelque chose qui se fait en quelques années. Stanislas, c'est un autre exemple de sa finesse politique. C'est l'affaire des biens nationaux. Alors, je te vois venir, Périclès, c'est quoi les biens nationaux? C'est le plus grand transfert de richesse quasiment de l'humanité. Alors, Révolution française, évidemment, c'est la prise de pouvoir par la bourgeoisie. La bourgeoisie, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils saisissent les biens des nobles. Donc toi, admettons, tu es duc de Nancy, tu te barres en émigration, eh bien, Stanislas, le chacal, il va racheter tes biens, mais pour une broutille. Et du coup, quand toi tu vas revenir d'émigration en 1814-1815, tu vas dire, bah il est où mon château? Et ça va dire, attendez, vous foutez de ma gueule, comme moi je l'ai acheté le château, je l'ai acheté légalement. Donc on a deux propriétaires du même bien. Et c'est ça qu'on appelle les biens nationaux. Sauf qu'il y a eu des histoires de corruption, mais je ne sais même pas si dans l'histoire, c'est déjà arrivé, il y a un parallèle, ça serait la Russie des années 90, quand l'intégralité de la richesse de l'URSS est prise par des mafieux. Et là, la bourgeoisie, surtout parisienne, mais aussi en province, ils transfèrent la richesse qui a été accumulée pendant un millénaire par la noblesse pour pas cher. Du coup, quand ils reviennent, eux, les mecs, moi je veux récupérer mon comté, etc. Sauf qu'en face, il y a des gens qui l'ont maintenant depuis 20 ans. Et qu'est-ce qu'il fait, Louis XVIII? Il dit, ok, les bourgeois, vous pouvez garder les biens, mais on va indemniser les nobles avec l'argent du contribuable. C'est ça qui est incroyable. Et c'est ce qu'on avait appelé le milliard des émigrés. Du coup, toi, ancien duc de Nancy, on te donne de la thune pour ton château, et Stanislas le chacal, il peut garder le château. Tout le monde est content, sauf le prolétariat, le vrai peuple, qui lui va payer pour ton château, pour le transfert. C'est ça qui est... Alors Marx, il explique ça extrêmement bien, mais cette affaire des biens nationaux, alors évidemment, nous, on peut dire qu'elle est moralement douteuse, mais c'est ce qui permet la guerre civile. Parce que, évidemment, les nobles, eux, ils veulent récupérer leur thune, et donc leur autorité, leur pouvoir, et la bourgeoisie, hors de question qu'elle lâche ça. Ah, mais je crois que la loi, le milliard des immigrés, c'est plus tard. Hein. Oui, c'est un peu plus tard. Mais... C'est pas lui qui fait ça. Non. Lui, finalement, il a une position qui est bien plus, entre guillemets, pro-bourgeoisie. Pourtant, il n'était pas trop c'était pas un défenseur de la bourgeoisie. C'est qu'il laisse les biens nationaux, effectivement, avec une indemnisation. Mais c'est pas le milliard, hein, c'est beaucoup moins. Le milliard, c'est un petit peu plus tard, mais ce que je veux dire, c'est... Le milliard, c'est son frère. Hein. Ouais, c'est son frère. Mais ce que je veux c'est première réforme. Enfin, première réforme. Ce que je veux dire, c'est que le milliard, c'est quoi? C'est quand Charles X, au final, les nobles, ils disent, ouais, on n'a pas eu assez de thunes. Mais c'est le principe, c'est la continuité de ce que Louis XVIII, en mode, bon, on va pas récupérer à la bourgeoisie ce qu'ils nous ont pris, mais on va indemniser. Donc c'est ça que je veux dire. C'est là qu'on voit son rôle, sa finesse, oui ou non. Mais parce que finalement, il essaie de contenter un peu tout le monde, sauf ceux qui vont ceux qui vont payer. Hein. Mais il refuse quand même de la fin des ordres. Oui, jusqu'à partir du moment où il admet. Hein, parce qu'il admet Louis XVIII, il conserve les titres de noblesse et il conserve aussi la noblesse d'empire.
celle qui a été créée par Napoléon. Donc il y a quand même toujours cette société d'ordre qui est toujours là. Mais Sans parler, mais c'est après, son numéro d'équilibriste, encore une fois, tu vois. c'est vrai. Ah non, mais c'est vrai. Mais il a quand même. Je te coupe, excuse-moi, je te coupe, après je te laisse reprendre, mais en gros, là, pour l'instant, où on en est là dans notre débat, moi ce que je retiens, je note, j'ai mes petits calepins, hein. C'est un roi qui est intelligent, c'est un roi qui est drôle, c'est le roi du compromis, qui a réussi à faire l'équilibre entre la Révolution et l'ancien Empire. Mais il est génial, il va être en rang S du coup. Super, on s'en arrête là, puis on le met tout en haut alors, les gars. Enfin, moi de ce que j'entends, pour l'instant, J'ai pas tout en haut. fini, hein, parce que pour moi, j'ai pas encore parlé de son point fort Alors principal. justement, vous avez compris où je voulais en venir, on va peut-être Ah. faire la transition. Est-ce que je voudrais, on a parlé beaucoup de politique intérieure, beaucoup aussi de comment il a acquis son trône, etc. J'aimerais aussi après qu'on parle aussi de politique extérieure, parce que ça peut être intéressant, parce qu'il a beaucoup voyagé, on l'a dit, et ça va être intéressant. Par contre, je te relaisse la parole, Stanislas, parce que je t'ai coupé violemment ce que je voulais dire, mais c'était juste pour faire un point là plutôt, on était plutôt dans du très haut là. Non, c'est sur la transition entre les sociétés d'ordre et la société de classe en quelque sorte. Ça a du mal à être mis en place. Et lui, je pense qu'il l'a pas encore, assimilé. Et il n'est pas encore prêt. Ouais, Après, ça je reviens sur juste par rapport à la société d'ordre, parce que les conflits de Napoléon avec l'Église étaient violents. En remettant l'Église proche du trône, il s'assure le soutien massif du clergé. On est en 1815, hein, la France est encore croyante, et ça c'est politiquement habile, puisque... Ah oui, non, mais c'est pas une question de politique, c'est une question de vision. C'est une question de vision politique, voire philosophique. Là, je suis déjà sur la politique. C'est vrai que j'ai pas grand-chose à lui dire, nonobstant le fait qu'il a beaucoup de favoris, qu'il place à certains ministères. Ah, et ça fait partie d'ailleurs de sa mauvaise image, puisque les Français pardonnent 1000 maîtresses, mais ne pardonnent pas un favori. Et lui, il en a quand même plusieurs. Hein. Donc, il a vraiment une image ternie. Après, la politique intérieure, effectivement, elle est intelligente. Politique extérieure, et c'est aussi une réussite. Hein. Même si c'est pas forcément lui qui gère les tractations et les discussions, mais la politique extérieure est une réussite. Ah, notamment, il va réussir à faire réduire les indemnités dues par la France à la suite des guerres napoléoniennes. Ouais. Et surtout, c'est vrai qu'il reprend le pays à 3 ans d'occupation, un pays qui est quand même très touché, hein, par ces défaites et cette occupation. Et c'est pour ça que j'avais mis à Napoléon la lettre E, parce que, allez, quasiment la moitié du pays est occupé, et dans les traités qui suivent Waterloo, il est prévu, que les Alliés vont occuper la France pendant 5 ans, et que la France doit payer une indemnité énorme. Et ce legs de Waterloo va grandement handicaper la politique de Louis XVIII, parce qu'il n'y a pas une thune. Et son habileté diplomatique, alors évidemment il est très bien entouré parce qu'il a Talleyrand, il a Richelieu, etc., va le permettre, de mettre fin à l'occupation en 1818, donc 3 ans au lieu de 5. Il obtient le départ des troupes alliées, et surtout il rejoint la Sainte Alliance, parce que la Sainte Alliance, c'est une alliance des grandes monarchies européennes contre les mouvements révolutionnaires, et c'est en vrai aussi mettre la France au banc des nations. Et il arrive à rejoindre cette alliance, qui devient une quintuple alliance, et la France, qui est bannie à cause de Napoléon, revient dans ce qu'on appelle, et c'est une expression de l'époque, dans le concert des nations, et elle va permettre à la France d'avoir une place dans les tables des discussions. Et je prends un exemple, quand la France décide d'aller soutenir le roi Bourbon en Espagne en 1823, c'est une décision de Louis XVIII, elle demande l'autorisation aux autres puissances, les autres puissances, c'est haut, ils disent bon allez c'est ok, vous pouvez y aller. Et ce retour de la France dans la diplomatie, c'est un très très grand accomplissement de la part de Louis XVIII, bien sûr. Non, c'est vrai. Après, toujours, hein, ce petit bémol pour moi, voilà, on va lutter contre des libéraux en Espagne. Ah, mais sans faire de parler d'historique. Mais il n'est pas dans, c'est pas, même si effectivement cette constitution, cette charte constitutionnelle est très libérale, lui, c'est encore c'est un homme des Lumières.
fait, du 18e siècle. Il n'est Ça, pas encore non, passé mais- totalement dans le 19e. Mais quand même à 58 piges, comme tu l'as dit, parce que la charte, qu'est-ce qu'elle donne? Elle garantit la liberté d'expression, la tolérance religieuse, il abolit l'esclavage, etc. Elle est très très Non, mais libérale. Comparé c'est la en plus son temps, libérale. Ah oui, oui, pour oui, ça, son je, temps, je, c'est très je en suis avance. d'accord. Tu peux pas, quelqu'un qui est né sous Louis XV, qui a grandi sous Louis XV, donc vraiment la puissance française, l'absolutisme, le pour avec un bicaméralisme, c'est déjà est beaucoup. Et c'est pour ça que je dis c'est un équilibriste, parce que sans ça, je suis pas sûr qu'il aurait tenu. Et d'ailleurs, son schlag de frère, quand il essaie de revenir là-dessus, ben, il a le dessin. Non, non, il aurait pas tenu. Il aurait pas tenu si tu peux pas, t'es obligé d'aller un peu Donc dans t'es ce obligé sens-là. de dire qu'effectivement, il arrive à se maintenir, deux, il arrive à élargir sa position. C'est-à-dire que la France, et ça va être un dernier point, il y a une grosse reprise économique, parce que la France était l'un dans l'autre en guerre depuis 1792, ça fait plus de 25 ans de guerre. C'est complètement ça. Hein. Et la paix, et surtout la paix garantie, puisque les Alliés sont littéralement dans le pays, ils vont pas envahir, fait qu'il y a une très grosse reprise économique, et ce qui va permettre, bon la reprise économique elle va durer quand même assez longtemps, mais ce qui va permettre à la France de revenir dans le 19e siècle, encore une fois après les désastres napoléoniens. Non, mais c'est vrai. Avec le ministère Villèle, après, il s'est appuyé sur des ministères. Et là aussi, il a été assez habile, même s'il a subi hein, un peu au début de son règne certaines nominations. Après, effectivement, il note des personnes qui sont très habiles, hein, et notamment Villèle pour l'économie, hein, qui redresse économiquement la France. Hein, c'est vrai. C'était finalement, il a un peu ces jambes qui ne fonctionnaient plus, qui ont été coupées un peu trop rapidement, puisque sur un règne plus long, peut-être qu'il aurait donné de grandes choses. Je vous dis, ce règne court, finalement, c'est fait qu'on a une vision un peu réduite de ce gros personnage. Ce qui est un peu dommage. Stanislas, sachant que à l'époque, quand tu as 58 ans, l'équivalent pour nous, ça serait 85 ans. C'est 58 ans à l'époque, c'est très Ah, vieux. oui. Après, il y en a qui vivent Non. vieux, hein, mais Et 48 ans avec son physique, par Ouais. contre, Ouais, après, il y a- c'est 95 ans. Là, Après, il y a une citation d'Honoré de Balzac justement qui parle de cet âge, de ce fameux âge, et je trouvais vachement intéressant quand il parle de Louis XVIII, qui pouvait résister à l'esprit déflorateur de Louis XVIII, lui qui disait que l'on n'a de véritable passion que dans l'âge mûr, parce que la passion n'est belle et furieuse que quand il s'y mêle de l'impuissance et que se trouve alors à chaque plaisir comme un joueur à son dernier jeu. Je trouve ça que c'était très très joli, et effectivement, en fait, il j'ai joue très moins aussi- 18 ans, ça. Hein. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui te rassure, Périclès? Ça te donne du beau au cœur ou pas? Parce que là, en fait, on sait plus ou moins que Louis XVIII était complètement impuissant, en fait. Ah, ouais, ben, c'est Il pour ça qu'il a avait- pas eu il de avait- gosse. il avait une, Mais d'ailleurs, est-ce qu'il préféré, serait pas d'ailleurs, est-ce qu'il serait... Si, il préférait les hommes, il avait ses favoris, mais on sait même pas s'il faisait des choses avec les Mais favoris. non. Et donc, Je pense- non, ouais, Louis XVIII, de toute façon, à partir de 60 ans, avec sa goutte, etc., Je pense qu'il c'était devait... dans la puissance dont parlait Balzac. Hein. Il devait leur mettre des petites fessées comme ça. Exactement, Des il fessées- cassait son tabac sur les fesses de des sa fessées favorite. gantées comme ça. On arrête de fantasmer sur Louis XVIII, s'il vous plaît, et on revient à nos moutons. Parce que là, pour l'instant, je veux pas être méchant, mais là, il n'y a que du positif. Stanislas, en intro, tu nous disais que c'était à deux vitesses. Là, moi, je vois qu'une vitesse pour l'instant, finalement. Non, il y a quand une même- vitesse, il y a deux vitesses. Je maintiens C'est très peu d'erreurs. c'est que hein. son, Très peu d'erreurs. et c'est là, moi, c'est là où c'est mon critère de notation. Dans l'exercice du pouvoir, il est intelligent. Très Donc, peu effectivement, d'erreurs, c'est certaine dans sa philosophie, en fait, dans sa philosophie politique, où je le trouve encore un peu réactionnaire. Mais autrement, j'ai pas dans ce qu'il met en place et dans ce qu'il fait, j'ai pas effectivement grand chose à lui reprocher. Hein. Il réussit à peu près tout ce qu'il a entrepris et tout ce qui est positif pour le royaume. Ce qui fait que Un autre exemple, Vas-y. Stanislas, par rapport à ce que tu dis, c'est effectivement, il récupère
pas mal d'officiers, de soldats de l'Empire. C'est-à-dire, il n'est pas dans cet esprit de revanche. Exactement. Non, l'esprit de, par exemple, des schlags comme Charles X ou Nicolas II, vraiment ce genre, ils les aurait tous fait pendre ou exiler, ça aurait fait une guerre civile sans fin. Lui, il est intelligent, oui, il récupère beaucoup d'officiers, des officiers supérieurs des armées napoléoniennes, ce qui permet la réconciliation. Il garde les titres d'empire, la Légion d'honneur, etc. Il garde des choses, et ce qui va faire que il va lui se mettre en arbitre un peu au-dessus des factions. C'est ce qui lui permet de durer. Effectivement, ils règnent pas longtemps, on va dire une petite dizaine d'années, l'un dans l'autre, on va dire c'est 2 quinquennats. Et c'est un roi de transition. C'est un roi de transition entre le despote Napoléon, parce que Louis XVIII, il interdit aussi avec la charte, tu ne peux plus être arrêté arbitrairement. C'est-à-dire les lettres de cachet, la Bastille, tout ça, c'est fini. Il se retire. Les deux personnages s'appréciaient, hein. Louis XVIII et Napoléon. Ils ont eu des échanges épistolaires. Il a essayé se respecter. Ouais, tu le respectes, mais beaucoup de gens disent qu'ils étaient plus impressionnés par Louis XVIII, qui avait cette majesté impériale, que quand ils étaient en présence de Napoléon, parce que Louis XVIII, il sait jouer le roi. La société évolue quand même assez lentement. Par contre, si on doit lui trouver quelques défauts, c'est ce que je disais au début, c'est que c'est un roi qui quand même aurait pu. Il a subi des 100 jours, mais on ne sait pas si dans d'autres circonstances, notamment par exemple celle qu'a vécu son frère Louis XVI, est-ce qu'il n'aurait pas subi plus, en fait. Lui, il a profité de certains événements. S'il n'y a pas Waterloo, je sais pas comment ça continue. Et après, on sait pas. Mais dans ce qu'il réalise, c'est plutôt bien. Hein. Il y a que du positif. Enfin, il y a beaucoup de positifs. Louis XVIII, déjà, comme il était très fin politiquement, et le gros défaut de Louis XVI, c'est qu'il était aveugle. C'est comme si il avait pris la part d'intelligence de son frère, quoi. Et moi, je crois pas du tout que la Révolution française, sous cette forme, était inévitable. Pas du tout. Il a fallu un incroyable concours de circonstances et un roi faible comme Louis XVI pour que ça se déroule comme ça. Le truc des 100 jours, c'est qu'il veut se battre. Il envoie son armée, commandée par le maréchal Ney. Personne ne veut se battre pour lui. Mais le problème, c'est que quand il rencontre Napoléon, il les retourne. Et du coup, quand ton propre armée se joint à l'ennemi, c'est niqué pour toi. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est ce que je dis. Le maréchal Ney va être exécuté. Donc, il a quand même une certaine fermeté. Ceux qui vont trahir une fois, c'est-à-dire ceux qui vont trahir une fois, parce que du point de vue royaliste, si tu as rejoint la Révolution et Napoléon, tu étais un traître. Il les pardonne. Ceux qui vont retrahir après les 100 jours, de son point de vue, là, c'est ce qui va avoir ce qu'on va appeler la terreur blanche. Et là, ça va être freestyle. On verra d'autres épisodes comme ça, par exemple à la fin de la Seconde Guerre mondiale, etc. C'est vrai que la France est quand même un pays de girouette dans l'ensemble quand tu regardes les événements politiques. Mais c'est pas non plus une violence en mode Thermidor ou révolution bolchevique. On en fume quelques-uns, mais la France, ça reste. C'est pas une terreur, quoi. Voilà, c'est pas une terreur. Vraie terreur, comme on en a connu à certaines époques. C'est ça. Je vous invite à voir la rencontre de Louis XVIII et Napoléon dans le film de Ridley Scott, Napoléon. Si vous aimez la caricature dans un sens comme dans un autre, même si Louis XVIII est plutôt bien représenté, mais ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Ils se sont jamais rencontrés, mais Louis XVIII avait proposé à Napoléon. Ils se sont jamais rencontrés, effectivement. Ils se sont écrits. Là, ils se rencontrent dans le film. Louis XVIII, il lui propose d'être un peu son ministre de la Défense. Le terme n'existe pas, mais il lui propose d'être lieutenant général. Il lui dit oui, vous avez des qualités, nanana. Et Napoléon, gros naze qu'il est, si vous revenez en France, vous devrez passer sur 100 000 corps. Mais quel loser ce type. Et du coup, ça s'est pas fait. Et à partir du moment où Napoléon, il se proclame empereur, là, Louis XVIII, il est plus d'accord, et il va l'appeler l'usurpateur. Donc, Louis XVIII,
il reconnaît son talent militaire, mais pour lui, la place de roi, c'est la sienne et elle lui a été donnée par Dieu. Donc c'est ça. c'est comme ça et c'est pas autrement. Messieurs, je pense qu'il est temps de le classer, si ça vous va. Alors, est-ce que ça sera plutôt le gros dado ou alors le roi désiré? Bah écoutez, je vous propose qu'on classe Louis XVIII maintenant. Alors, Kate Storm. Alors, Pour toi. Alors déjà, c'est sûr que il est dans la moitié haute. Maintenant, je sais pas si je le mets en très bon roi ou en bon roi, parce que il y a d'autres choses qui réussissent moins bien. On n'en a pas trop parlé, mais il y a quand même une certaine instabilité. Il y a des élections législatives quasiment tous les ans. Ouais, quand on parlait de la vie politique. Ministres, tu vois, c'est quand même pas mal le bordel cette affaire. Il y a quelques petits bémols. Après, le problème, encore une fois, c'est les conséquences de Napoléon, c'est qu'il n'a pas une thune. Donc il n'a pas du tout les moyens de ses ambitions. Évidemment, il n'a pas construit des choses qu'on se dirait ah waouh comme c'est beau, parce que le pays il est ruiné. Le pays est occupé. Donc je prends en compte ces circonstances, c'est-à-dire avec le peu qu'il avait, le fait qu'il survive 10 ans et qu'il rende, encore une fois, il rend le pays en 1824. La France est dans une bien meilleure situation qu'en 1814. Donc pour moi, ça va être entre très bon roi et bon roi. Je vais le mettre finalement bon roi parce que Louis XIV était un très bon roi et on peut pas mettre Louis XVIII au même niveau que Louis XIV quand même. Stanislas ? Ce sera une première, certainement dans Rankings. Je suis assez d'accord, je le mets aussi en bon roi. Vous allez dire que là, il n'y a pas de débat, que vous êtes d'accord Vas-y, je te laisse te justifier un peu, Stanislas. Là, parce que tu m'as presque l'exercice du pouvoir fait que c'est un bon roi. Alors effectivement, on n'a pas parlé de la vie politique, mais la vie, cette vie politique, finalement, elle a très peu d'incidence directe sur la manière dont le pouvoir va être exercé par le roi et les ministères, parce que ça en est qu'à son balbutiement, ça fonctionne pas bien. Donc non, tout ce qu'il fait, c'est plutôt positif. Hein. Effectivement, il prend un royaume qui est complètement exsangue, à moitié ruiné. Il redresse la place géopolitique de la France. Donc non, c'est un bon roi. Je le mets pas très bon roi effectivement parce que il y a cette image. Je dirais pas forcément qu'il a pas fait des choses. Pour moi, il a du mal, mais c'est un roi de transition. Il a du mal encore avec le libéralisme dans sa globalité, pas qu'économique mais politique aussi, qui va arriver. Mais il le prend en compte et il sait jouer avec, ce qui est assez fort d'ailleurs à cette époque pour un monarque qui se considère encore de droit divin. Donc non, bon roi, sans contester. Il aurait effectivement pu être un peu plus haut s'il avait régné plus longtemps peut-être. J'ai une question. Vous êtes d'accord sur le fait que ce qu'il laisse à sa mort est positif par rapport à ce qu'il a, récupéré lorsqu'il est monté sur le trône? La France, je dirais même très positif. Après, il a de bons hommes politiques avec lui. Voilà, c'est toutes ces négociations. Il est très très bien entouré. Pour la plupart, c'est pas grâce à lui. Hein. Celui qui nomme lui, c'est un de ses favoris, la Decazes, qui était pas mauvais. Mais par exemple, Talleyrand était déjà devant. Oui, voilà, il récupère quand même de très bons hommes politiques qui ont été formés pendant la période napoléonienne. Comme quoi, elle avait du bon sur. Pas que, c'est vrai qu'ils ont traversé. Ils ont traversé les époques. De sa finesse politique et de sa malléabilité, c'est qu'il garde Fouché. Fouché, on lui impose. Ouais. On lui impose. Oui, mais attends, Fouché, il a voté la mort du roi Louis XVI. Ouais. Et on dit qu'il n'aimait pas trop son frère. Hein. Ouais, il était un peu jaloux de son frère quand même. La logique, il aurait voulu qu'il aurait dû le prendre direct. Et là où Fouché, il comprend que Fouché il est indétrônable et qu'il peut pas l'attaquer de front, et du coup il l'accepte effectivement parce qu'on lui a imposé, mais c'est vrai que c'est encore il sait effectivement s'entourer, il sait mener des combats.
En fait, c'est déjà un vrai politique. Ouais. Il fait de la politique politicienne déjà avec beaucoup de compromis, ce que devient la politique après. Hein. Si on enlève la communication actuelle, la politique c'est ça, ce sont des tractations, des compromis, etc. Lui, il a déjà ce sens aigu. Effectivement, hein, dès son plus jeune âge, on disait qu'il était intelligent. Après, il prend le pouvoir à quasiment 60 ans, donc il a eu le temps de réfléchir. Mais ce qui fait son exercice est positif. Écoutez, moi qui m'attendais à un combat entre Ivan Drago et Rocky, finalement sur le ring, ça a été une valse à Et mille Bernard francs. et Bianca. C'était beau, hein. C'était beau, hein. C'était beau. Alors, Kate Storm, je te propose de le classer. Donc, on a dit c'est quoi? C'est rang B, du coup, Ouais, on est d'accord? en B. Ouais, c'est le Écoute, premier en B. Je dirais même B+. Mais... Alors, on va commencer. Alors déjà, on va essayer déjà de garder nos règles avant de commencer à il sortir. était pas loin des règles. du très bon roi, comme Louis XIV était pas loin du S tiers. Et donc voilà. Une émission sage, et pleine de, Vivement pleine de dimanche. diplomatie. l'émission. Période, Vivement période. l'histoire. Ouais. Ah là là, qu'est-ce qu'on a des belles régions en France. Eh ben, écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté ce classement de Louis XVIII. On vous donne rendez-vous pour son frère, hein, peut-être, hein, parce que ça pourrait être intéressant. Est-ce qu'il va être aussi bien son frère? Je vous le demande, on verra, mais on ne spoile pas notre avis. Et vous pouvez nous retrouver partout, comme d'habitude, hein, comme je vous l'ai dit, sur X, sur YouTube, hein, où vous pouvez nous voir nos têtes réfléchir et en train de réfléchir, surtout celle de Stanislas. Hein. Et puis, écoutez, on vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la suite de notre classement. Salut à tous! Salut.